Bienvenue de retour dans le petit jardin. Cela ne fait que 5 semaines depuis notre dernière visite ici. 5 semaines en mai, on est le 30. Waouh, c'est un mois où tout pousse et nous avons eu la chance d'avoir du temps chaud. Donc la température moyenne pendant la journée depuis notre dernier tournage ici a été de 20 degrés Celsius, soit environ 68 Fahrenheit, et les températures nocturnes ont été en moyenne de 7 degrés Celsius, 45 Fahrenheit. Et ces moyennes cachent toujours quelque chose qui était une gelée le 6 mai. C'était assez significatif. Grâce à ma station météo, je peux suivre sur le graphique quand la température passe réellement sous zéro au niveau du sol. Ensuite, il a gelé pendant 5 heures. Le froid a profondément pénétré les plantes, bien plus qu'une simple gelée printanière qui effleure les feuilles avant de fondre. C'est pertinent ici, car dans la dernière vidéo, j'expliquais ce que je planterais après le brocoli. Ici, c'était du brocoli ayant passé l'hiver. Et ces courgettes ont été plantées le 29 avril. Une semaine avant la gelée importante, j'avais le pressentiment que ça pouvait arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé au milieu des 3 plants de courgettes ce pot à eau. On l'appelle un pot Olas. Je n'ai jamais trouvé ça vraiment génial ou efficace pour cet usage. Je suis tout aussi content d'arroser à la main. De toute façon, il faut remplir et enterrer l'arrosoir dans le sol. Je l'avais qui traînait par là. Voilà, ça a permis de garder la toile hors des plantes. Et c'est ça l'important si vous avez du gel, parce que là où le gel touche les feuilles, elles sont vraiment brûlées. Cela n'aurait pas tué la plante, mais lui a permis de continuer à pousser sereinement. Et vous pouvez voir qu'il y a même des petites courgettes qui commencent à pousser là. Ces plantes ont été semées vers la mi-avril et plantées dehors alors qu'elles avaient 2 semaines. Je suis confiant qu'à notre prochain tournage ici, elles porteront des fruits. Le temps se réchauffe un peu maintenant. Je pourrais enlever le pot et le voile de protection. Le voile de protection est très utile pour aider les plantes à bien s'établir. Ce n'est pas quelque chose que je laisserai pendant toute la période de récolte. C'est surtout pour les premières semaines après avoir mis les plantes fragiles en terre. Quant aux fraises, waouh, elles ont l'air vraiment prolifiques et cette variété Florence est un peu plus tardive que celle qu'on verra dans un instant. Donc elle devrait produire normalement début juillet, voire même à partir de la mi-juin. Voici quelque chose d'intéressant, parce que j'avais cet espace qui n'a en fait pas du tout été utilisé entre les fraises et les oignons qui ont été abîmés par la mineuse des feuilles. Donc même cet espace était vide. Mais vous pouvez voir à quel point les pois ont prospéré. Mais il restait encore un vide, alors je me suis dit, bon, je vais mettre ces concombres ici. Les concombres n'ont pas été en place très longtemps, rien à voir avec les courgettes, car les concombres font partie de la même famille de plantes, les cucurbitacées, mais ils ont vraiment besoin de plus de chaleur que même les courgettes. Et vous pouvez voir à quel point ils profitent aussi de la protection et de l'eau. Cette variété s'appelle Tania, et c'est celle que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, en fait, comme de petits semis. Donc je suis vraiment content de la façon dont ils poussent. Et je me dis que, par exemple, les fraises, si elles finissent dans un mois, les concombres pourront s'étendre un peu dans cette direction parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace pour s'étaler. Et ces pois finiront aussi peut-être dans 2 semaines. Donc il y aura de la place pour les concombres à cet endroit. Mais ce n'est pas le cas, parce que je regarde ces pois et je me demande ce qui se passe. C'est une semence qu'un ami m'a donnée, c'est une variété appelée Rosicrone. J'aurais dû me renseigner, je n'ai pas fait mes devoirs. Donc ils produisent plus tard que ce que je pensais. Je croyais que c'était des précoces. J'ai des précoces derrière, je les ai déjà récoltés. Et ils sont vraiment savoureux. Il faut les cueillir assez tendres, sans laisser les gousses devenir trop grosses. Alors que ceux-ci, il y a 1 ou 2 gousses de l'autre côté et ils vont avoir de magnifiques petites fleurs de pois couleur rose. Donc ce sera agréable à regarder, mais ça veut dire qu'ils vont rester là encore 1 mois et ça va un peu gêner le concombre parce qu'ils sont très proches. Mais je pense que si je continue à arroser le concombre, ce qui arrosera aussi un peu les pois, ça lui permettra de continuer à pousser. La récolte de concombre démarrera peut-être lentement, mais à long terme, ça devrait aller. Et puis, quand ces pois auront fini, disons dans 1 mois, je vais simplement les couper au niveau du sol, laisser toutes les racines dans la terre, et d'ici là, les concombres pourraient même pousser assez vigoureusement dans cette direction. Donc, la prochaine fois qu'on verra ça, tous les pois devraient avoir disparu, et il y aura surtout des concombres qui pousseront par ici. Les fèves ont donné une récolte phénoménale, j'en suis vraiment content, c'est une combinaison
de météo et de climat. Vous savez, on a de la chance ici. Ça marche généralement bien avec un semis en fin d'automne et il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne les ai pas du tout protégées. Elles ont donné 7 kilos, presque 16 livres de fèves. Les gousses sont encore bien dodues. Et en fait, je les ai cueillies. Je les ai volontairement cueillies quand elles étaient vraiment bien remplies parce que j'aime les sentir gonflées. Je sais que les avis diffèrent là-dessus. À quel stade faut-il cueillir ces fèves? Mais personnellement, je trouve que la saveur est excellente quand elles sont vraiment bien dodues comme ça, et on peut toujours les faire bouillir puis enlever la peau. C'est la peau qui a une légère amertume, je pense, pas le cœur. Donc en gros, quand on laisse les gousses grossir, on a plus de cœur par rapport à la peau. Voilà, il y a différentes façons de voir les choses. Donc j'attends qu'elles soient quand même bien pleines, puis je les cueille à partir du bas de la plante. Et s'il y a des tiges à ce moment-là qui n'ont plus de fèves en développement, je les enlève simplement. C'est pour ça que si vous comparez à la dernière fois, il y a pas mal d'espace vide ici. Ou par exemple, il y en a une ici qui n'a qu'une seule gousse dessus. Après avoir cueilli celle-là, je vais simplement enlever cette tige. Pourquoi? C'est surtout à cause de la météo. C'est plus facile de voir ce qu'il reste, mais le temps est tellement sec depuis notre dernière visite, il n'a pas beaucoup plu. Malgré les prévisions de fortes pluies et d'orages pour les régions voisines, nous n'en avons pas eu. C'est frustrant. Nous ne l'avons pas eu ici, et nous n'avons eu qu'environ 12 mm, un demi-pouce de pluie le mois dernier. Un beau soleil. Je ne me plains pas, je dis juste qu'il fait sec. Donc, enlever les tiges improductives signifie qu'elles ne prélèvent plus d'humidité dans le sol. Donc, je considère toujours cela comme quelque chose que vous pouvez faire pour réduire le besoin en eau, parce qu'ici, on arrose, c'est certain. Je dirais 2 fois par semaine avec une bonne quantité. Et puis, j'ai reçu un message sur YouTube disant « Eh bien, je dois arroser tous les jours. Je trouve que ce n'est pas suffisant d'arroser tous les 2 ou 3 jours. » Bon, ils sont dans un climat chaud, bien plus chaud qu'ici, vous voyez. Donc, il faut vraiment adapter l'arrosage à ce qui fonctionne pour vous, là où vous êtes. Mais en général, voyez avec quelle quantité minimale vous pouvez vous en sortir. Ça peut sembler un peu vague, mais je pense qu'il est facile de trop arroser à ce stade de croissance des tomates. Je n'en fais pas trop. Je fais juste un peu de pincement latéral, comme vous pouvez le voir. C'est juste un réflexe. Et ici, c'est Crimson Crush de ce côté, Rose Crush de l'autre côté. Ce sont 2 variétés sélectionnées pour l'extérieur britannique. Elles n'ont pas besoin d'une grande chaleur pour mûrir et ont une certaine résistance au mildiou tardif. Vous pouvez voir leur bonne santé actuelle, je ne prévois pas de les fertiliser. Elles sont nourries avec le compost en surface sans bêchage, nous verrons cela bientôt. En fait, une variante de cela, les laitues ont été superbes. J'ai récolté environ 4 kilos jusqu'à présent, simplement en enlevant les feuilles extérieures. C'est très facile à faire, il suffit de faire ça. Et pour ces rouges, en fait, pour toutes, à mesure qu'elles grandissent, l'enlèvement des feuilles devient plus facile. Quand je dis grandir, je veux dire devenir plus haute, parce que en vieillissant, ces plantes se soulèvent légèrement. Les Batavias, celle-ci par exemple, comme Saragosse, est la plus lente à faire cela. Je recommande Saragosse si vous voulez une laitue qui dure longtemps. Vous savez, j'ai constaté qu'elles peuvent produire pendant jusqu'à 10 semaines. C'est absolument fantastique avec cette méthode. Ne jamais couper, car vous gardez ainsi les feuilles qui font le plus de photosynthèse, c'est-à-dire celles du milieu, ou pour les tomates, celles du dessus. C'est pourquoi vous pouvez enlever les feuilles du bas des tomates. Je ne voulais pas les enlever, mais faire cela ne retire pas beaucoup de potentiel énergétique à la plante. Ce serait le cas si vous enleviez celle du dessus. Oh, un gourmand. Les gourmands diffèrent, car ils tentent de se transformer en d'autres tiges. Il faut donc toujours chercher à les ôter. Donc, entre les treillis là-bas, j'ai planté, c'était en fait pour une séance photo, mais ça montre le principe de l'association avec un haricot vert. C'est un peu trop tôt pour faire ça, mais disons que dans 2 ou 3 semaines après la récolte, ce qui va aérer un peu, ce que je pense faire, c'est repiquer des haricots verts ou semer directement. La vitesse de récolte des haricots dépend de la méthode choisie. Voici le chevauchement des plantes, appelé interplantation. Une autre option serait de planter des carottes entre les laitues. Donc cela se passerait vers la mi-juin, les 2 choses auraient lieu dans ce climat. Voici ce qui arrive quand vous n'arrosez pas. La ciboulette là-bas a vraiment l'air un peu grillée et c'est parce que j'ai d'autres ciboulettes ailleurs et je me suis dit que ce serait intéressant de ne pas les arroser juste pour montrer à quel point c'est utile. Pour quelque chose comme la laitue, je vois que je l'arrose vraiment abondamment.
partout. Aucun problème à mouiller les feuilles comme ça. La seule chose à surveiller ici, c'est qu'il y a une légère pente sur le sol. Et si c'est très sec quand vous commencez à arroser, l'eau va s'écouler. Il faudrait alors attendre un peu que ça s'imprègne, puis ça absorbera plus d'eau. Je pourrais faire 2 arrosoirs, ce qui ferait 20 litres par arrosage sur ce carré de laitue, et aussi arroser les petites plantes ici, les soucis insignis. Les œillets d'Inde sont mes préférés pour faire pousser des fleurs. Planter avec des fleurs permet d'obtenir de belles couleurs sans aucun problème de semis spontané. Les soucis calendula sont magnifiques, mais ils laissent beaucoup de graines dans le sol. Bien qu'elles se ressèment et proviennent de graines sûres, elles ne germent et ne poussent parfois pas aussi facilement dans ce climat un peu limite pour elles, préférant un peu plus de chaleur. Les tomates développent des pousses latérales près du sommet, rendant difficile la distinction entre pousse latérale et point de croissance principale. Je peux donc vous le montrer. Sur cette plante ici, où j'enlève des pousses qui semblent presque aussi grosses que la tige principale, ce que vous devez observer, c'est la pousse latérale. Se trouve sous une grappe florale. Si la supposée pousse latérale est au-dessus de la grappe florale la plus haute, il s'agit en réalité de la tige principale. Ne retirez pas celle-là, mais si ce que vous pensez être une pousse latérale se trouve sous une grappe que vous voyez au-dessus, alors c'est une pousse latérale. J'espère que c'est clair, c'est une façon de définir ce qu'est une pousse latérale. Ici, j'ai planté plus de tomates et je n'étais pas trop sûr de ce que j'allais faire ici, car c'était du chou-fleur la dernière fois que nous étions ici, et ça a été du chou-fleur pendant presque 4 semaines. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, les choux-fleurs faisaient encore des feuilles, au milieu des plants, j'aurais dû voir un petit caillé se former, mais il n'y avait que des feuilles. J'ai donc décidé de limiter les dégâts en les enlevant. Ils sont maintenant au compost. C'était le 19 mai et le 20 mai. Nous avons planté ce que vous voyez ici, principalement du basilic citronné. Et puis ça, c'est du tulsi, ou basilic sacré. Les graines proviennent de Cocapelli, donc j'ai une très bonne variété de ces produits. Et aussi un peu de basilic laitue. Ça vient de Baker's Creek, j'expérimente avec ça. Je pense que la laitue ne pousse peut-être pas bien car le basilic ne prospère pas vraiment dans ce climat tempéré en plein été. Les après-midi ne dépassent pas 24 degrés, 75 degrés et il pleut normalement beaucoup. Donc si le temps était chaud et sec, une partie du basilic pousserait bien, mais là, c'est un peu imprévisible. Il y avait une laitue ici que je dois enlever. Comme ces plantes sont à l'étroit dans leur peau et jaunissaient, j'ai mis des granulés de laine autour d'elles. C'est la première fois que j'essaye ça. Des gens me donnent des choses à tester. Je ne le recommande pas forcément, mais je dois le mentionner, puisque tu peux le voir ici. C'est évident. Ce sont probablement des touffes de laine avec du crottin de mouton à l'intérieur. Normalement, je n'utilise pas d'engrais ou de fertilisants, mais ces plantes semblaient un peu tristes. Elles reprennent maintenant parce que ce n'était pas vraiment prévu, mais c'est pour ça que j'aime avoir des plantes de rechange. Si j'avais anticipé, je les aurais rempotées et gardées. Elles seraient plus grandes maintenant, mais j'y ai vu une opportunité. Je ne pensais pas que les choux-fleurs sortiraient si tôt. Ces fraises sont incroyables. C'est leur 3e été ici, et Adam les accueillit ce matin, en fait, déjà ici. Voici ce qu'il a récolté. Il y a quelques baies sur le dessus qu'on va regarder dans une minute, en fait, juste à la fin de la vidéo. Mais je les cueille volontairement un peu pas tout à fait mûrs, parce que j'ai peur des oiseaux et des blaireaux. Et jusqu'à présent, tout va bien. Et je trouve en fait que celles qui ne sont pas parfaitement mûres, vous n'en verrez pas comme ça en magasin, mais elles sont savoureuses. Donc ça fait plus d'1 kilo, environ 2,5 livres de fraises. C'est la première grosse récolte, mais on en a déjà grignoté quelques-unes qui étaient bien bonnes. Et c'est marshmallow, 3e été. Et quand elles auront fini de produire, ce qui pourrait être dans 2 semaines, peut-être 3, je vais les couper au ras du sol et étaler du compost par-dessus. C'est ce que j'ai fait en juillet dernier. Elles repoussent à travers ce compost, seulement environ 2,5 cm. Je leur donnerai encore un an. On dit parfois qu'il ne faut cultiver des fraises au même endroit que pendant 3 ans, mais si vous gardez la parcelle propre comme ça, et aussi je ne laisse pas les stolons s'enraciner, donc ce que vous voyez ici, c'est à peu près la plantation d'origine, et ça veut dire qu'elles ont encore de l'espace autour d'elles. Les fruits peuvent atteindre une bonne taille. C'est ce que je trouve le mieux pour les fraises. La Josta Berry est très productive, en partie parce qu'en arrosant les fraises, cet arbuste profite aussi de cette eau, ses racines sortent
Et c'est un peu comme les racines d'arbres derrière, elles sont toujours dans ce jardin. Et quand j'arrose, je donne de l'eau aux arbres dans une certaine mesure, mais c'est mieux que l'été dernier. Grâce à la tranchée que j'ai creusée là, avec une bêche en janvier. Et les murs, il y a 2 mûriers que nous avons plantés en mars. Et hier, j'ai enlevé les petits fruits dessus parce que les mûriers d'1 an, je veux qu'ils mettent leur énergie à pousser, pas à fructifier à ce stade. Ce sont encore de toutes petites plantes, en fait, et elles auraient bien besoin d'un peu d'eau. Est-ce que ça va marcher? En fait, elles sont très proches de toutes les racines des haies derrière. Et je veux juste finir en montrant ce buisson incroyable de fruits sur le mur. Donc ce taburi, encore une fois, c'est sa 3e année ici. La première année, il n'a pas fait grand-chose. L'année dernière, il a un peu donné et on a eu quelques beaux fruits, mais pas énormément. Et waouh, cette année, il se donne vraiment à fond. Adam a fait un super travail pour le palisser sur ses fils. Et quand chaque tige qui a fructifié, c'est-à-dire la partie qui porte tous les fruits, aura besoin d'être coupée. Et ensuite, un peu comme pour les framboises d'été, les nouvelles pousses seront palissées. Qu'est-ce qu'un tibri? Eh bien, c'est un croisement entre une framboise et une mûre. Mais croiser une framboise avec une mûre ne garantit pas ce résultat. Il semble que cela nécessite beaucoup d'efforts pour obtenir des combinaisons de baies spécifiques et prolifiques. Et aussi, celle-ci a vraiment de très bonnes critiques pour les minéraux, les vitamines et ce genre de choses. Mais ce n'est pas la plus sucrée. Pour avoir un goût assez sucré, les tobris doivent idéalement être complètement rouges, comme on peut le voir avec cette sélection. Et souvent, c'est la partie que vous voyez parce qu'elle est exposée au soleil, tournée vers l'extérieur. Mais parfois, en cueillant les fruits, on découvre qu'ils sont encore orangés à l'arrière ou en dessous. Pas encore complètement mûrs. Dans ce cas, les baies seront acidulées. Il vaut donc mieux attendre qu'elles soient complètement colorées, encore plus que pour les framboises. Cela dit, l'orange est aussi très bonne pour la santé. Elles sont pleines de vitamines et de minéraux, et les consommer un peu moins mûres, ça les rend simplement plus acidulées et... C'est un peu piquant. Mais en fait, la saveur. Les fruits moins sucrés peuvent avoir plus de saveur. Ils portent le nom de la rivière Tay, en Écosse. C'était en 1974. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de l'état et de l'apparence du petit jardin. Donc les pois de senteur ont vraiment été une réussite. Les graines venaient de Lara là-bas à School Beans. C'est un beau mélange de couleurs. En fait, je taille un peu les pois de senteur en enlevant quelques pousses latérales. Le vrai professionnel enlève toutes les pousses latérales, les attache, et c'est pas mal de travail. Mais en le faisant comme ça, c'est un compromis. Sans taille sur les pois de senteur, on obtient une forêt de tiges, avec des tiges florales de plus en plus courtes. J'essaie donc de les garder à une taille moyenne et de leur donner beaucoup d'eau. Les pois de senteur, comme tous les pois, profitent d'un bon arrosage une fois qu'ils produisent. Récemment, nous avons planté beaucoup d'autres fleurs dans le jardin. En plus des soucis mentionnés, il y a des vivaces, comme les zinnias et les dahlias déjà présentes. Les pavots orientaux sont splendides actuellement. Celui-ci est présent depuis 7 ans. Et puis j'aime bien les tournesols. Les plants sont semés en avril, puis transplantés à l'extérieur en les arrosant légèrement à la plantation. Ils peuvent être assez proches d'autres plantes. Ce n'est pas vrai qu'ils sont allélopathiques. Les autres plantes les apprécient. C'est plutôt que les tournesols sont très gourmands en humidité, en eau et en lumière. Mais oui, je les adore pour l'élévation et la dimension qu'ils apportent au potager, qui, une fois que les plantes du début d'été comme les fèves et les pois sont terminées, ce qui arrivera vers juillet, les potagers les peuvent être assez plats, sauf si vous cultivez des haricots, arames, du maïs doux, des tomates. Donc en fait, il y a maintenant pas mal d'autres choses, mais ici, j'ai constaté que la plupart de mes planches sont assez horizontales en hauteur. En été, j'aime les zinnias, les dahlias et les tournesols pour ce qui pousse. Et sur ce point, pour tirer le meilleur parti de votre jardin et le rendre beau, allez voir mon cours en ligne pour débutants sur la culture sans labour. Nous avons condensé le cours original sur la culture sans labour dans un format très précis. C'est plus rapide, c'est moins cher, et je pense que toute personne qui commence la culture sans labour, qui veut faire quelque chose comme ce que je viens de vous montrer, en tirera beaucoup de bénéfices. Le lien sera dans la description, et ça aurait été un grand plaisir de vous faire visiter ici en début d'été. J'ai hâte de vous revoir à la mi-été.
merci.